Voilà. Vous êtes sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble. L'émission, c'est ce midi. Vous avez fait le bon choix. Restez donc avec nous. Pour en arriver à notre témoin du jour, il faut dire qu'il est diplômé de l'ENA de Côte d'Ivoire et de l'ENA de Paris. Il est auteur d'un livre que nous aurons l'occasion de découvrir. Il a été député, il a été préfet, il est actuellement préfet au ministère de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir avec des ovations bien nourries Monsieur Joseph Nyékré qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bienvenue, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau et nous vous invitons à vous installer. Oui, bonjour. Bonjour madame. Alors, je ne sais pas si 10 minutes va nous suffire, si ces 10 minutes nous suffiront pour l'émission, mais on essaiera quand même d'aller à l'essentiel. Bienvenue encore une fois, c'est vraiment un honneur, hein, un grand homme sur ce plateau et en particulier dans la rubrique des témoins, des appels à témoins, c'est vraiment un plaisir pour nous. Alors je reviens donc sur votre parcours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est intéressant qu'on puisse savoir d'où vous venez. Ça sera peut-être difficile en une minute de faire le tour, mais on essaiera quand même. Merci Caroline, je viens de très loin. Parce que je suppose que le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le livre. Tout à fait. Le parcours, c'est depuis l'école primaire à Lakota, à Gagnoa, le lycée technique, l'université d'Abidjan, Paris, le Canada, et puis diverses fonctions. Chef de cabinet à Diokwe, sous-préfet à Sikensi, sous-préfet à Boaké, chef de cabinet du ministre de la fonction publique, directeur des ressources humaines d'une institution de la place. Alors voici le parcours. Et c'est le résultat. Et c'est le résultat. On y reviendra. Alors, certainement, les téléspectateurs sont très impatients de cette question. Ils veulent tous la poser. Réussir sa fonction, sa prise de fonction. Et pour revenir donc à notre thème, je détiens les secrets des meilleurs dirigeants. De quoi s'agit-il exactement? Je vous remercie. Ce thème, j'ai intitulé ce livre ainsi. Parce que pour assumer des fonctions de responsabilité ou des fonctions de manager, il y a des outils. Et l'expérience nous a montré, au travers d'une revue de littérature, mais aussi mon expérience personnelle, qu'il y a des outils que ceux qui ont réussi à la tête des organisations, il y a des secrets dont ils font montre pour leur permettre justement d'atteindre les objectifs qu'ils atteignent. Et ce sont ces secrets, un condensé de ces secrets que j'ai essayé de consigner ici pour permettre à ceux qui ont la chance d'être appelés à assumer des responsabilités nouvellement, qu'ils soient capables d'opérer rapidement et donc leur permettre d'atteindre l'objectif assez rapidement. Parce que voyez-vous, assez souvent, lorsque nous sommes nommés, nous n'avons pas toujours le temps de pouvoir faire une revue de littérature. Tout à fait. Nous avons des impératifs et parfois on agit dans l'urgence. Donc c'est un peu ma contribution pour aider ceux qui sont nommés à assumer rapidement leurs nouvelles responsabilités. D'accord, c'est très intéressant. Mais déjà, je veux dire, pour les personnes qui n'ont pas encore la chance d'avoir en leur possession ce livre, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme recommandation des personnes qui aspirent, par exemple, à être leader ou dirigeant d'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Je vous remercie et je voudrais dire que je vois un peu ce public et certainement qu'il y a de futurs leaders dans ce... et il y a même des leaders dans ce public. Je l'ai déjà dit, je recommande vivement d'anticiper sa prise de fonction ou la possibilité d'assumer des postes de responsabilité. Trop souvent, nous réalisons notre parcours universitaire, scolaire, sans envisager qu'un jour, l'opportunité nous serait donnée d'assumer des postes de responsabilité. On veut juste avoir la moyenne pour avancer. Hein. Oui, exactement. Alors, parfois, on est surpris parce que nous faisons bien notre travail, comme c'est votre cas, Madame Da Silva. Demain, l'occasion vous sera donnée d'assumer des responsabilités. Et c'est en ce moment-là seulement qu'on réalise
qu'on ne s'y était pas préparé. Alors, ce que je voudrais dire de façon solennelle, c'est que l'exercice des fonctions de responsabilité, ça ne va pas de soi. Autant on apprend son métier de journaliste, d'avocat, parce que je vois un ami avocat dans la République, de journaliste, de la même façon, l'exercice des fonctions de responsabilité requiert de la part de l'impétrant une formation adéquate. Et c'est pour cela, puisque tout le monde n'a pas toujours l'occasion de fréquenter l'école de gestion, ou tout le monde n'a pas toujours l'occasion d'avoir grandi aux côtés d'un aîné qui peut communiquer son savoir, il est bon qu'il y ait un expert muet à ses côtés pour l'accompagner. C'est le rôle de ce livre. D'accord. Je voudrais quand même qu'on revienne sur votre expérience personnelle, parce que vous nous le disiez, très tôt, vous avez été, on vous a confié des postes de responsabilité. Vous avez été, je crois, sous-préfet, secrétaire général, ensuite préfet. Mais là, il n'y avait pas forcément de la documentation ou, on va dire, des instruments qui vous ont permis d'assumer vos différents postes de responsabilité. Comment vous y êtes pris très jeune, je crois, à 32 ans déjà? Alors, je voudrais simplement indiquer que, justement, ce que nous devons faire, c'est de permettre aux générations qui nous suivent de ne pas connaître les difficultés que nous avons connues. Vous avez connu quel genre de difficultés? Alors, je l'ai dit abondamment dans cet ouvrage. Étant entendu que je sortais de l'École nationale d'administration et j'avais à assumer mes responsabilités dans une circonscription dans laquelle il y avait des autorités telles que d'anciens ministres, le ministre Pascal Nguessan-Dikebie, paix à son âme, et bien d'autres responsables étatique, naturellement, cela nous posait quelques difficultés en termes d'appréhension. Mais, bien évidemment, lorsque je suis arrivé à ce poste, je me suis rappelé que la formation à l'École nationale d'administration m'avait donné quelques outils, mais ce n'était pas suffisant. Comment j'ai dû faire comme tout le monde, c'est-à-dire on appelle un ancien, est-ce que vous pourriez, comment est-ce que vous aviez démarré? Et c'est ainsi que nous avons essayé de démarrer. Mais aujourd'hui, je tiens justement à appeler l'attention des uns et des autres sur cette situation pour dire, préparez-vous. Parce que demain, parce que vous exercez correctement, adéquatement vos fonctions de journaliste, d'enseignant, de médecin, on vous appellera à des postes de responsabilité. Et ce n'est pas lorsqu'on va vous appeler que vous allez commencer à chercher les moyens qui vont vous accompagner dans l'exercice de ces nouvelles responsabilités. D'accord, Nadiani. Moi, je voulais savoir, alors, c'est secret pour des meilleurs dirigeants. Alors, sûrement qu'il y a un aspect très managérial, comment être un leader, tout ce qu'on apprend à l'école, on va dire. Mais y a-t-il aussi un côté, je veux dire, social, c'est-à-dire comment juste se comporter en société? Parce qu'on peut être un leader, un dirigeant, mais tout ce qui est, je veux dire, très bureau, administratif, c'est un côté, mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas forcément, c'est-à-dire comment... Est-ce que tu ne voudrais pas parler, par exemple, de la gestion des ressources humaines? Oui, par exemple. Et, enfin, la deuxième partie de ma question, c'est ce livre-là, est-ce qu'il a été produit à la suite d'entretiens que vous avez eus avec, justement, ces meilleurs dirigeants-là? Ou est-ce que c'est juste en les observant? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a été produit, en fait, ce livre? Alors, est-ce que le leader, il est seulement en situation de travail? Je pense que c'est comme ça que je peux résumer la première partie de sa question. Ce qui nous concerne et ce qui nous préoccupe, c'est le leader en situation de travail. Parce que ce que nous recherchons, dans un premier temps, ce que nous recherchons, c'est comment faire en sorte que celui qui est à la tête d'une organisation parvienne à faire en sorte que cette organisation devienne performante. Et plusieurs théories ont été essayées, des activités ont été menées, et l'on a compris qu'in fine, à la fin, ce qu'il faut, c'est d'être leader. C'est-à-dire faire en sorte de pouvoir donner une vision à notre équipe, faire en sorte d'avoir les meilleures relations possibles avec ceux avec lesquels on travaille, inspirer confiance, être intègre, autant d'éléments qui font que, bien évidemment, on pourra obtenir donc des résultats probants pour l'organisation que nous dirigeons. Oui, Philo. Alors, deuxième élément, et je viendrai à Philo, est-ce que lorsqu'on a autant de qualités, on peut se limiter simplement à être leader au sein de son organisation? En principe, pour ce qui nous a donné de voir sur le terrain, lorsqu'on a des qualités de leader, en général,
on ne se limite pas simplement à la sphère professionnelle. D'accord. Vous allez voir que les mêmes, vous allez les retrouver à la tête d'organisations, vous allez les retrouver à la tête d'associations. Et je vois quelques exemples dans la salle ici, des gens qui ont une profession et qui sont ailleurs aussi responsables au sein d'associations. D'accord. Oui. Ok. D'accord, moi je me mets un peu dans la peau de celui qui nous suit de très loin. Vous avez été préfet, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je suppose que vous avez été un bon dirigeant pour détenir aujourd'hui les secrets de ces dirigeants-là. Ou bien vous avez été un mauvais dirigeant et là maintenant cette prise de conscience a fait que vous détenez le secret de ces... Sinon c'est comme un footballeur. C'est une question piège, hein? C'est comme quand vous regardez au football comme ça là, c'est les anciens joueurs là qui n'ont jamais pris, qui n'ont jamais été quatrième, mais ils ont jamais allé à la demi-finale là, qui vous dit que ça c'est sur le plateau là, c'est eux qui donnent comment Drogba doit tirer, comment Yaya doit tirer. D'accord. Donc est-ce que vous êtes Oui, Philo, il va répondre. Non, mais Philo, il a raison. Oui, bien sûr. Parce que ce serait prétentieux de penser que pendant toute ma carrière, tout a été parfait. Non, pas du tout. Et c'est justement quand on a subi des situations difficiles qu'on a envie de tirer les leçons parce qu'on souhaite que les générations à venir ne connaissent pas les difficultés qu'on a connues. Bien évidemment, j'ai eu des satisfactions dans ma carrière. Je ne peux pas prétendre que tout a été mauvais. Ce n'est pas vrai. Mais il faut aussi reconnaître que j'ai eu quelques moments de difficultés et je pense qu'en produisant cet ouvrage, j'apporte ma contribution aux générations qui arrivent pour les aider à ne pas connaître ce que moi j'ai connu. D'accord, donc pour revenir à l'ouvrage, il y a juste un paragraphe qui a retenu mon attention, c'est à la page 32. Je vais essayer d'aller très rapidement. Thomas Peter et Robert Waterman, grands partisans de cette vision de l'organisation et particulièrement de l'entreprise, font l'exhortation suivante. Traitez les gens, le personnel, en adultes, traitez-les en associés, traitez-les avec dignité, traitez-les avec respect, considérez-les, eux, et pas les investissements et la mécanisation comme la source de gains de productivité. En d'autres termes, si vous voulez la productivité et les sanctions financières qui en découlent, vous devez considérer votre personnel comme votre atout le plus important. Très belle lecture. Merci. Merci. Oh, c'est bon. Oui. C'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez exprimer par ce paragraphe? L'homme au centre de l'entreprise, le respect, une vertu à développer. Une vertu à développer. Trop souvent, nous constatons dans les différentes organisations, et vous réalisez que je parle d'organisation parce qu'il y a les entreprises, il y a les services publics, il y a les associations. Et toutes ces sphères sont concernées par le management. Donc, c'est l'homme qui est le facteur clé de succès de toute organisation. Alors qu'on arrête avec ce qu'on appelle le syndrome du petit chef. Trop souvent parce qu'on manque de formation. Oui, trop souvent on manque de formation. L'on pense qu'on est en compétition avec son personnel. On engage des conflits de tout genre. On voudrait écraser tout le monde. Mais vous faites harakiri. Parce que ce sont eux qui vont vous aider à réussir. C'est en équipe qu'on réussit. Alors, comment voulez-vous réussir alors que ceux qui peuvent vous aider à réussir, vous n'en faites pas vos alliés? C'est tout le sens de ce paragraphe. Merci beaucoup et je pense que ça sera une très très belle conclusion et c'est là qu'on va vous dire au revoir. Merci en tout cas, c'était un plaisir pour nous d'échanger avec vous et je rappelle donc l'intitulé de l'œuvre « Réussir sa prise de fonction, les secrets des meilleurs dirigeants ». Je me suis vraiment délectée à lire ce livre et vraiment je le recommande vivement à tous nos téléspectateurs. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Monsieur Joseph Niétré, sur ce, nous avons quelques exigences au niveau de la pub. On se retrouve dans quelques instants.